Ouais, c'est bon. Ok. Ah, je sais pas si le micro s'il fonctionne. C'est Dieu dans le micro, je sais pas que. Ah oui, comment ça s'appelle? Mystère. Voilà. Non, ça marche. Allô. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Ok, super. Bon, là, comme ça, c'est bien. Il y a un bébé qui dort, on va essayer de parler pas trop fort. Non, je rigole. Là, c'est bon? Vous entendez tous? Ok. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup d'être présents. C'est un peu la première fois pour moi, en tout cas, ce type d'exercice. J'ai plutôt l'habitude de répondre à des questions plutôt que d'animer. Et on voulait ce soir donc, parler du sport, surtout l'après Jeux Olympiques et Paralympiques, en échanger sur à la fois les enseignements que chacun peut en tirer et puis les perspectives. Là, je vais vous présenter les différents intervenants. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des casquettes assez différentes et ce qui va permettre de parler du sport dans différentes dimensions. Il nous manque le volet handicap. On n'a pas de référent, on va dire, handisport, mais ça peut être aussi voilà, un sujet d'une prochaine table ronde pour poursuivre nos différentes discussions. Pour commencer, donc je vais appeler les premiers intervenants et je vais commencer par les femmes. Du coup, Agnès Sylvestre, parce qu'en fait je l'ai appelée par tous les noms, alors je vais inventer des noms, je vais l'appeler Lefebvre, enfin bon, bref, qui est directrice d'un club de basket qui va du coup pouvoir nous partager cette vision du sport professionnel notamment et puis de la formation qui est assez intéressante. Je t'invite à t'installer. Audrey Prieto, qui est aussi une athlète olympique, championne du monde, qui est présidente d'un club omnisport, l'US Petro, qui a aussi des fonctions dans le sport notamment, tu nous expliqueras, avec une base à Vers-sur-Marne. Et donc tu pourras nous partager toutes tes casquettes, à la fois de sportive, mais aussi maintenant de dirigeante. Je vais inviter du coup, Guillaume Ditch, qui est un prof d'EPS, qui a écrit de nombreux ouvrages, notamment sur le sport et les jeunes, et qui va nous parler notamment du sport à l'école. Et ça, je pense que c'est intéressant, on en parle très peu, notamment quand on parle des Jeux Olympiques et Paralympiques, on ne parle pas du sport à l'école. Dawari Horsfall, qui a plein de casquettes. Alors là, il faut que je retrouve mes notes parce que je ne pouvais pas tout mettre sur, je pouvais pas tout mettre sur le visuel. Alors attendez, Dawari, fondateur du collectif national des pratiques et sports urbains, président de la Fédération nationale de street workout et calisthenics, je le laisserai expliquer parce que vraiment voilà, et ex-référent des questions sportives à l'Association des maires d'Île-de-France et ex-membre de la commission sport de haut niveau à l'Association nationale des élus en charge du sport, et tu es à l'initiative du Paris Max Freestyle. C'est bon? Parfait. Et le dernier intervenant, c'est Brieux, qui est fondateur et président de l'association Socio-Solidaire, mais pas que. Je parle de tes autres casquettes? Non, pas. Tu viens de lancer un mouvement qui s'appelle Resportiva, notamment sur l'impact, mais je te laisserai peut-être nous raconter un peu les objectifs de ce projet, de ce collectif. Alors, du coup, je vais vous laisser vous présenter, mais je vais d'abord vous poser un peu la question qui nous réunit aujourd'hui, à savoir quels sont les enseignements que vous tirez des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se sont déroulés l'été dernier, et les différentes perspectives que vous voyez, à la fois, je pense, à différentes échelles. L'idée d'avoir un panel aussi divers, c'est à la fois de parler de ce qui peut se faire à l'échelle de l'État, des collectivités, mais aussi de parler du mouvement sportif, vous, ce que vous voyez en termes d'idées, d'axes d'amélioration. Et puis, comme on est dans un format très sympathique, n'hésitez pas. Enfin, vraiment, l'idée, c'est que tout le monde puisse aussi poser des questions. En ligne, il y a des gens, mais en fait, je ne vous vois pas. Mais l'idée, voilà, c'est que ce ne soit pas un monologue et que ce ne soit pas descendant. C'est que les intervenants puissent vous partager déjà un peu leur perspective, leur parcours, et qu'on puisse itérer à partir de ça. Donc je vais commencer peut-être honneur aux dames. Qui veut commencer? On en est deux. Vous n'êtes que deux, hein, donc sinon je donne la parole à Brieux, mais vous... Ok, bon, on va Brieux, t'es prêt?
Alors sur le bilan de l'héritage un peu des jeux, le avant-jeu, je pense que le gros avantage c'est que plein de gens, plein d'acteurs se sont rencontrés. C'est déjà une dynamique qu'on avait vue à Londres 2012 où il y avait eu je crois 17 000 conventions interasso pour l'Olympiade culturelle. Donc le mérite des jeux, elle mérite que les gens discutent quand ils ne se connaissent pas. En France et notamment autour de Paris, il y a quand même beaucoup d'assos qui à 30, 40, 50 mètres ne se parlent pas des masses parce qu'elles sont sur soit le sport, l'action sociale ou la culture et que parfois il n'y a pas de discussion ou de discussion possible. Ça a été quand même une réussite. L'impact pendant 2-3 ans a permis de se voir en montant les projets à plusieurs, comme c'était le cas chez nous avec Socio Solidaire. On a construit un petit projet là, de 35 heures de sport féminin par semaine gratuit sur la base de contributions de 5 à 6 assos qui viennent sur le thème de quartier proposer une offre de sport qui était inexistante avant. Voilà. Après, pendant les Jeux, on s'attendait à une catastrophe, donc ça c'est quand même vachement bien tenu. Les Parisiens étant pas là, c'était quand même beaucoup plus facile. Comme ils sont beaucoup barrés, je pense que pour les touristes, il n'y avait pas trop de problèmes dans les transports et c'était plutôt une bonne fête populaire internationale sans trop de codes. Et l'après, en fait, pour l'instant, le sujet va être de se dire est-ce que sans financement, est-ce qu'on continue à avoir l'envie? Est-ce que même avec des financements, on sait où on va, avec une ligne spécifique? Là, tout le monde est focalisé sur HAT 2030, mais qui ne va pas concerner tout le pays en termes d'action immédiatement appréhendable par des quartiers. Donc ça va demander beaucoup de créativité, beaucoup de projets qui vont venir, des acteurs de terrain. À quoi on croit dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. On en parlait un petit peu, est-ce que la pratique sportive, on la réinvente autour d'un loisir, mais qui aurait des nouvelles règles, des nouveaux jeux, des nouvelles apparitions? Est-ce que les sports vont pas disparaître? D'autres vont venir? Est-ce qu'on arrive à croiser le e-sport avec ça? Est-ce que des lieux anciennement MJC qui n'ont pas été développés renaissent sous une autre forme? Franchement, il y a plein de motifs d'espoir, mais c'est pas la gouvernance du sport qui nous amène des certitudes, donc il va falloir qu'on se démerde tout seul. Alors, pour l'avant-jeu, moi je trouvais qu'il y avait, quand je viens d'une association, il y avait énormément de financement pour le développement de la pratique féminine. Alors le point positif, c'est qu'on s'est intéressé un petit peu plus que d'habitude au sport féminin. Maintenant, il y a énormément aussi d'associations qui se sont créées à ce moment-là. On en voit déjà qui s'arrêtent post-JO, c'était vraiment dommage. Ça veut dire à quoi vraiment ont servi ces financements-là. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est vrai que ça nous a permis, nous, associations qui sont là depuis longtemps, de développer de nouveaux projets. Maintenant, comme disait Brieux, il va falloir pouvoir continuer et se réinventer un petit peu pour trouver d'autres financements, puisqu'on va s'arrêter. Ça, c'est une problématique parce que nous, on intervient dans les quartiers populaires et c'est finalement des projets qui ont besoin d'être sur la durée. Donc, tous ces financements qui arrivent et qui repartent, c'est pas forcément très positif pour personne, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie. Et derrière, quand ils ne perdurent pas, ça pose forcément des problèmes pour les bénéficiaires et aussi pour les structures qui ont eu des moyens, qui doivent de temps en temps aussi arrêter des emplois. Donc ça, c'est l'autre point. Pendant les JO, moi je trouvais que c'était super. Je trouvais à Paris avec des Parisiens qui n'étaient pas là. Moi j'étais là. Mais en tout cas, c'était très bonne ambiance. Donc on a su accueillir, on a su sourire, on a su mettre de l'énergie. Tout le monde était motivé par le sport, tout le monde était vraiment de bonne humeur. Paris était propre, c'était improbable en fait. Dès que les JO se sont arrêtés, on a retrouvé le Paris habituel. On a oublié le sport, on a oublié la propreté, on a oublié les métros. Toutes les lignes fonctionnaient très 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 bien. Qu'il y ait du monde ou pas de monde, ça allait très bien. Il y avait des fréquences inhabituelles, je dirais. Et c'était vraiment plaisant. Donc comme quoi, moi je me dis, on peut faire, on sait faire. Et je me suis demandé pourquoi on ne continue pas. Voilà, c'est sûr que pour moi, c'est là la question, puisqu'on a réussi à organiser cet événement international de la plus belle des façons, avec en plus des résultats sportifs, que ce soit collectifs ou individuels, qui étaient vraiment très intéressants. Donc on sait potentiellement former quelques athlètes de très haut niveau. Alors pourquoi on n'en forme pas plus, c'est une autre question. On voit tous ceux qui luttent au quotidien pour pouvoir se former, pour pouvoir atteindre le plus haut niveau. Voilà, après là, nous en tout cas en tant qu'association, comme disait Brieux, l'idée c'est de pouvoir continuer notre mission et donc on cherche constamment des nouvelles solutions. Alors dans le basket, on ne va pas réinventer le basket, mais on cherche d'autres financeurs. La problématique des budgets de l'État qui diminuent, finalement est-ce que c'est vraiment une problématique? Je ne sais pas, parce que finalement c'était déjà pas très élevé. Donc l'idée c'est plutôt de se dire pourquoi est-ce qu'en France là, on n'a pas de structure sportive, parce que c'est réellement ça. On rajoute quelques millions ou pas, on les prendrait, mais je veux dire, la problématique c'est que personne ne croit au sport. Le sport en tant qu'outil pour l'insertion sociale, l'éducation, tout ça, en fait on ne croit pas du tout. Le sport de haut niveau encore moins. Donc c'est peut-être ces questions-là qu'il faut se poser.
Allez. Alors, donc, je vais suivre un peu le déroulé, hein, donc on va parler de l'avant. Alors, juste précision, parce que je pense qu'il y a très peu de gens dans la salle qui connaissent le collectif national des pratiques et des sports urbains. Donc, je vais présenter rapidement. Alors, en fait, c'est un collectif qu'on a créé en 2017. Avec des copines et des copains, on a interpellé en fait les candidats aux élections législatives et on leur a demandé en fait leur avis sur les sports urbains. Donc quand je parle de sports urbains, c'est basket 3-3, c'est breakdance, c'est double dutch, c'est le parcours, c'est le street workout, vous savez, les agrès sportifs. Je suis également le président de la Fédération nationale de street workout. On leur a demandé en fait leur avis sur ces sports-là, s'ils étaient députés, est-ce qu'ils donneraient de la force à ces pratiques-là. Il y a pratiquement tous les candidats, sauf le FN qui nous a répondu. Et donc on s'est dit, il y a peut-être un truc, ils portent de l'intérêt en fait à ces sports-là. Donc on va essayer de se fédérer. Donc aujourd'hui on est plus de 360 associations sur le territoire français, donc fédérées autour de ces sports-là. On a 3 axes d'intervention. Premier axe d'intervention, animation sur l'espace public. Donc on vient avec nos éducateurs, nos matériels, on met en place des activités sportives et culturelles en pied d'immeuble par exemple. On a un autre axe d'intervention, c'est un axe plutôt lobbying auprès des pouvoirs publics, où on incite les décideurs à créer des équipements adaptés à nos pratiques. Et troisième axe, c'est un axe plutôt formation et éducation. Actuellement, on est en train de terminer une étude d'impact sur les sports urbains, sur l'ensemble des QPV de France. Donc c'est un projet qu'on mène avec le ministère des Sports et la NCNT. Le livrable est prévu d'ici un mois. Et formation, on est également organisme de formation parce qu'on vient de créer un PPG multi-activité avec une corrélation sport urbain. Alors nous sur Paris, avant les JO, on a été lauréat du dispositif Impact 2024 qui nous a permis en fait de mettre en place des activités sportives dans le 10e et dans le 18e, donc en pied d'immeuble, avec les équipes de développement local. On a également pu participer à des fêtes de quartier via ces financements. Pendant les JO, on est intervenu sur plusieurs fan zones, donc 11e, 12e, 16e. Ah ouais. On leur a fait de la danse afro dans le 16e. Et 18e. Alors, on était aussi sur l'appel à projet, vous savez, la billetterie populaire, qui a permis en fait à des gamins des quartiers d'aller voir des rencontres sportives pendant les JO. Alors moi, j'avais 1000 places à distribuer. Et en fait, volontairement, je n'en ai pas distribué à Paris parce qu'à Paris, il y avait beaucoup d'associations qui avaient déjà beaucoup de places. Donc en fait, on s'est plus concentré sur la Seine-Saint-Denis et sur les Essonnes. Et après les JO, alors moi je suis plutôt de nature optimiste, hein, mais après les JO, quand on a eu la suppression des adultes relais, quand on a eu la baisse de l'aide à l'apprentissage, quand on a eu des signaux négatifs de la politique de la ville nous disant vous allez malheureusement on va diminuer, je me suis dit finalement voilà quoi, on a eu les JO, tu l'as dit tout à l'heure, on s'est bien amusé, il y a eu pas mal de choses qui sont déroulées. Au final, on revient dans l'ordinaire d'avant et finalement, voilà, on va essayer de naviguer sans financement et même limite, on va même arriver à, je pense, à un niveau plus bas qu'on l'avait. Donc voilà, pour introduire les propos, je pensais que les JO allaient apporter quelque chose. Pour l'instant, il n'y a que des signaux négatifs. Bonsoir, alors effectivement, l'euphorie des Jeux Olympiques, c'est une certitude. Je pense que ça a fait du bien à tout le monde et en plus c'est une période où on en avait toutes et tous besoin. C'était splendide. Effectivement, moi en tant que dirigeante d'un club omnisport, j'en ai vu les opportunités parce qu'on avait des arbitres, des bénévoles, des dirigeants et des athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques, donc dans toutes les sphères, que ce soit arbitre, joueur, athlète, ça c'est la force aussi d'un club et des participants. En tant que directrice de l'île de loisirs de Vertorcy, nous on a eu un gros impact puisqu'on a reçu le canoë-kayak et l'aviron, les épreuves aux Jeux Olympiques du stade nautique de Ver. Donc nous on a eu toute l'euphorie des Jeux Olympiques, on était baignés dedans avec le soleil, les sourires des bénévoles, des volontaires, parce que les collectivités ont été extraordinaires sur ces événements.
les bénévoles, les volontaires qui accompagnaient les visiteurs, des touristes incroyables, des Parisiens incroyables pour ceux qui étaient là. Et effectivement, c'était une réussite. Ça a vraiment été une réussite. On a montré qu'on était capable, on a montré qu'on était des râleurs et qu'on se laissait pas faire et qu'on n'était pas content, mais quand on était là, et ben, c'était un pur bonheur. Et nous, on a vraiment ressenti ce sentiment d'équipe et cette ferveur, on l'a ressenti. Et après, quand les Jeux Olympiques sont partis, on a eu un gros moment de nostalgie. J'ai le souvenir de mon premier retour sur le site après les Jeux Olympiques. Paris 2024 était encore là parce qu'ils partent au fur et à mesure sur les sites olympiques parce qu'il y a la remise en état des sites olympiques. Et on a eu un gros moment de nostalgie. Je pense que la moitié des équipes a fait un petit burn-out sans s'en rendre compte. Mais l'euphorie était telle qu'on était tellement à fond que dès que tout le monde est parti, on s'est senti très très seul. Et là, on a dit, on va rebondir, on est reparti. Et là, on a effectivement les baisses de subventions, et ça, les athlètes de haut niveau qui n'ont plus les aides personnalisées. Et là, on a vu tout doucement, la nostalgie, c'est même plus de la nostalgie. Et là, on a dit, mais non. Nous, on est des sportifs, on est des passionnés, on est des bénévoles, on va rebondir, on va faire avec. Parce qu'effectivement, on a fait pendant longtemps sans rien. Ça ne va pas changer notre vie. Il y en a qui en ont profité, qui ont instrumentalisé les Jeux Olympiques et qui l'ont fait. Et ben nous, on va rebondir. Pourquoi? Parce que on a vu des jeunes, on a vu des athlètes. Et là, effectivement, c'est une mobilisation. Pour moi, l'héritage des Jeux Olympiques, c'est un constat. Il n'y a rien qui a été fait, il n'y a rien qui a continué. Par contre, les passionnés comme nous, dans nos clubs, dans les actions, dans les organisations, partout où on est, il y a des gens comme nous qui n'ont pas abandonné et qui ont dit nous, on va continuer. Même si on n'y arrive pas, on va se réinventer, on va continuer nos actions. Parce qu'en fait, ce qu'on a vécu, c'est juste incroyable. Ce qu'on a vu dans les yeux des enfants, c'est incroyable. Ce qu'on a vu l'impact que ça a eu sur les gens, mais ça vaut tout, quoi. Et ça nous porte. Et donc, il faut qu'on continue, même si des fois c'est dur. Il faut rebondir, il faut repartir, parce que de toute façon, notre passion, elle est à l'intérieur. Elle va briller tout le temps. On parlait de la flamme olympique, mais voilà, Ayodele qui est là avec moi, on a porté la flamme, et on l'a portée aussi pour tous ces bénévoles et pour tous ces passionnés. Cette flamme, on l'a à l'intérieur et elle ne va jamais s'éteindre. Même si on ne nous aide pas, elle ne va jamais s'éteindre. Ça va être dur, mais on est là en fait. Et le sport, il est plus fort. Les jeunes sont aussi notre force. Donc, il n'y a pas grand-chose en héritage pour terminer. L'héritage, c'est nous qui allons le continuer. Difficile de voir quelque chose de positif. Rapidement, j'ai été effectivement enseignant de PES pendant près de 10 ans dans Seine-Saint-Denis. Actuellement, je suis à Créteil, je forme en STAPS, les futurs professionnels, métier du sport, l'éducation, la santé. Et effectivement, je m'intéresse plus particulièrement au rapport des jeunes au sport et à ces notions d'héritage. Et justement, sur la notion d'héritage, je ne sais pas si on oublie, mais c'est intéressant toujours de voir les éditions précédentes. Pour se dire que peut-être, je dis bien peut-être, on en attendait un peu trop de ces Jeux Olympiques en termes d'héritage. Premièrement, pour dire que le volet héritage, en fait, il date des années 90 et ça a été un moyen pour le CIO de légitimer finalement l'organisation d'un grand événement par rapport à les crises sociales et économiques et en 2030 aussi, disons-le, par rapport à une crise climatique. C'est dans 5 ans, c'est déjà demain et le sujet se posera de la même manière. Donc c'est un moyen de légitimer un grand événement sportif. Faut dire quand même que dans ce côté effectivement éphémère, parce que beaucoup ont parlé d'une parenthèse enchantée, il est vrai que en rien, quand bien même c'était un discours, une communication, en tout cas pour l'instant, et je pense que vous l'avez bien précisé de manière très concrète, on voit d'évolution, de changements significatifs, notamment d'un point de vue budgétaire. Je pense qu'il y a un bon exemple. Malheureusement, c'est Londres en 2012, où en fait, après les Jeux de Londres, c'était un grand événement assez emblématique, où le slogan c'était inspirer la jeunesse. Et encore aujourd'hui, Londres, c'est l'événement, notamment sur le plan inclusif, sur les Jeux paralympiques. On a aussi vanté, on en parlera peut-être ce soir ou notre table ronde, sur les Jeux paralympiques. Ça a été un événement, un moment fondateur 2012, pour justement faire évoluer les mentalités. On parle beaucoup de rôle modèle, effectivement. Alors, pour les femmes, Paris, c'était aussi les premiers Jeux paritaires, les Jeux paralympiques.
le parasport notamment. Pour autant, un peu, même si la comparaison est toujours difficile dans les contextes budgétaires, économiques et politiques, après 2012, un contexte vraiment d'austérité comme on peut le connaître aujourd'hui en France. Et en fait, pire qu'une augmentation, en fait, il y a même eu des baisses très sensibles, alors des subventions, mais surtout en fait en termes de licenciés, et notamment pour les populations. J'aimerais parler justement de toutes celles et ceux qui sont éloignés finalement de la culture physique et sportive, parce qu'au final, quand j'entends notamment vos discours, on a cette impression effectivement que ce grand événement, il a surtout parlé aux convertis, et je félicite effectivement tous les bénévoles, les enseignants, les éducateurs qui effectivement finalement font le quotidien et le modèle sportif français, par l'impact social aussi, et pas que la performance sportive, même si pour moi c'est complémentaire. Donc dans ce cadre-là, effectivement difficile d'avoir un discours positif. Mais peut-être pour lancer, je ne sais pas si ça lance un peu la suite, parce que dans la question il y avait les perspectives. Effectivement, les coûts budgétaires montrent bien tout le manque de considération finalement que nos politiques, mais disons-le tout parti confondu, j'ai aucun problème à le dire, ont du sport, de l'activité physique, parce que je différencie l'activité physique du sport. Le sport peut avoir une valeur sociale, mais en tant qu'outil, sans nécessairement être porteur de valeur. J'y souviens, je vais être un peu direct, mais le sport n'est pas porteur de valeur, n'a pas de valeur intrinsèque. Par contre, il peut effectivement être un outil, il peut être un moyen pour effectivement capitaliser, porter des projets socio-sportifs autour de l'inclusion. Mais en rien, ils sont d'emblée porteurs de valeur. Ou alors demain, il n'y aurait plus de violence dans les stades, il n'y aurait plus de violence sexiste et sexuelle, il n'y aurait plus de problématique de discrimination finalement à travers le sport. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, je pense que dans les perspectives, dans ce que tu portes, je connais un peu, hein, tu me dis si je trahis les propos, réfléchir à un modèle sportif demain en France, c'est nécessairement peut-être, allons-y, repenser peut-être le modèle sportif uniquement centré sur la compétition, la performance, même si encore une fois, mon idée c'est pas nécessairement bien sûr l'évincer, mais peut-être se dire que si on veut effectivement développer la culture du sport en France, à l'école, dans les clubs, les associations, il y a effectivement peut-être pour nos politiques à comprendre son intérêt. Alors on parle beaucoup de santé, mais pour moi c'est un peu réducteur. On ne parle pas de sport santé, c'est plutôt l'activité physique adaptée pour la santé. Non, effectivement, qu'est-ce que le sport peut apporter aujourd'hui dans nos sociétés pour un vivre ensemble, un faire ensemble? Je crois que j'écoutais un peu avant l'émission à côté, de manière très satirique mais très juste. On voit bien effectivement qu'on est dans des crises multiples, pour notre jeunesse notamment. Difficile aussi d'avoir un discours positif, pas que par l'héritage. Donc le sport, effectivement, a peut-être cette force de pouvoir, un peu à l'image de cette parenthèse des Jeux, rassembler effectivement des forces. Mais pour cela, ça nécessite des moyens, mais surtout, ça nécessite une vision. Et je terminerai peut-être là-dessus, et j'espère ne pas avoir trop accapé la parole. C'est que, finalement, pour ma part, je ne vois pas de vision, en tout cas de réflexion sur un modèle sportif qui, demain, pourrait pas simplement parler aux convertis, celles et ceux qui ont cette culture, mais encore une fois, à toucher toutes ces populations éloignées, ayant en fait des urgences du quotidien, n'ayant pas toujours les moyens économiques certes, mais aussi l'accompagnement d'éducateurs, de clubs d'associations, pour que véritablement, voilà, après 2024, il y ait cet héritage social en premier lieu. Merci beaucoup pour ces premiers points. Une des questions qui ressort, c'est finalement le monde sportif a quand même toujours fait sans beaucoup de moyens. Est-ce que les JO, ça a été tellement une parenthèse enchantée qu'on se rend compte qu'avant, finalement, les conditions n'étaient déjà pas au rendez-vous, et que ça peut-être amène aujourd'hui des réflexions aussi sur repenser le modèle sportif aussi. Une petite réflexion aussi, c'est qu'on a tendance en France à un peu opposer, on s'en parlait juste avant, le sport de haut niveau et le sport pour tous. Là où en fait finalement tout à l'heure on a parlé des clubs, on a parlé des acteurs, et en fait on a parlé de ceux qui font le sport au quotidien, qui n'ont en fait malheureusement très peu de moyens. Là où finalement dans un modèle des Jeux Olympiques et Paralympiques, on est sur un grand événement sportif avec de nombreuses strates, avec des moyens qui ont été mis sur la table, mais néanmoins qui sont pas nécessairement redescendus au point de refondre cette gouvernance du sport. Et du coup, ma question, c'est est-ce que, au-delà des financements, est-ce que cette séquence des Jeux Olympiques a montré qu'en fait, quand on veut, on peut, quand on veut donner des moyens et mettre des moyens dans le sport, on peut aussi le faire, quand on veut communiquer sur le sport, on peut le faire.
quand on veut que le sport, ça soit un sujet central pour les Français, c'est possible. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, aujourd'hui, peut-être dans l'approche, et j'aimerais bien, du coup, Brieux, si tu peux nous parler notamment de ce nouveau, enfin, peut-être pas dans le détail, mais souvent dans le sport, on a cette question qui remonte, comme tu disais, les valeurs intrinsèques du sport, et comment est-ce qu'on prouve finalement que l'argent investi rapporte ou sert à la société. Est-ce qu'on est réduit aujourd'hui à devoir de nouveau prouver, ou est-ce que d'après vous, on peut commencer à avoir d'autres idées et pas nécessairement du coup tout le temps essayer de justifier l'intérêt du sport, mais d'être dans une démarche peut-être plus proactive, plus positive, pour qu'on puisse aussi envisager le sport comme un écosystème où financièrement il y a aussi des personnes qui achètent, des personnes qui dépensent, qui permettraient de financer un sport pour tous, accessible à tout le monde sur le volet associatif. Alors déjà, pour avoir un point positif quand même dans l'héritage, c'est que là, il n'y a que des vieilles personnes, mais en vérité, quand vous avez 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, vous avez kiffé, vous avez touché une prothèse pour la première fois de votre vie, vous êtes monté dans un fauteuil roulant, vous avez discuté avec des potes, vous avez été invité au jeu, vous avez vu à la télé, vous avez pu vous projeter. Moi, je vois bien l'héritage de Barcelone 92, 15 ans plus tard, c'est Alonso, Nadal, handball, basket, foot, enfin tous les sports, c'est une razzia sportive. Et une infrastructure, pour le coup, en Espagne, qui est beaucoup moins aidée par la subvention publique, donc avec un truc de privatisation où les familles de Bourges ont réussi à passer leurs enfants à faire de la compète, en gros. Mais il y avait quand même un héritage sportif qui était présent, et de clubs qui ont marché sur l'Europe pendant 8 ans en foot. Donc en vérité, il n'est pas dit que dans 15 ans ça n'arrive pas, qu'on n'ait pas un rayonnement international, qu'avec des figures pour l'instant peut-être trop masculines à l'international, mais comme Wembanyama, Dupont ou Mbappé, on a quand même des phares de gens qui ont un impact culturel, qui sont les Mickey et Minnie des gamins. Enfin, je veux dire, on ne touche pas à Mbappé, avec les adultes qui touchent à Mbappé, mais les autres en fait se projettent vachement sur quelqu'un dans lequel on peut suivre des actions et un modèle. Et ce truc-là, en fait, ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'en vérité, c'est ça qui va créer la dynamique et c'est ça qui va permettre de pouvoir construire des projets avec des gens qui seront réactifs et des plus jeunes qui seront réactifs et qui, j'espère, nous remplaceront en termes de dirigeants associatifs et auront notre vision un truc beaucoup plus élaborée et iront plus loin. Sur la partie, on va dire un peu de moyens, d'argent, moi je suis prêt avec ça parce que je rejoins un peu la question, ce que tu avais évoqué un peu au début. Je suis au fond d'action du foot, on remet des subventions parfois des clubs pro, des clubs amateurs. Et en fait, parfois, il y a des subs qui vont sur... tu avais un maillot, un short et chaussettes, tu as 2 maillots, un survêt et une parka. C'est quoi l'intérêt de foutre 15 000 balles dans l'équipement, en fait, l'équipementier pour en avoir plus? Est-ce que c'est dans l'humain? Est-ce qu'on investit véritablement sur l'humain? On voit que le foot pro, au niveau de la LFP, n'a pas du tout investi sur de la formation et sur ce sur quoi ils ont pris 1,5 milliard à CVC. Donc il y a un vrai biais entre l'argent pris et l'utilisation. Je pense que c'est une culture française, où il y a quand même un truc de dire si on n'a pas trop de moyens mais qu'on en a, on va essayer de prendre des trucs un peu en surface. La question de la profondeur, du temps long, on n'est pas très bon là-dessus culturellement, il n'y a pas que dans le sport, c'est un peu partout. Donc aujourd'hui, il y a plutôt de se dire où est-ce qu'on mettrait l'argent si on avait plus, ce qui déjà serait une très bonne feuille de route pour la ministre pour qu'ensuite elle aille se fighter sur un autre sujet global, par exemple, et qu'on aille sur les questions d'arbitrage relatif à des politiques publiques un peu plus longues. Ça, je ne sais même pas si le monde du sport en est capable. Moi, je pense qu'une partie du monde sportif, il est un peu responsable de ce qui lui est arrivé. Il parle que de lui, il est persuadé que tout le monde aime le sport. Il y a 40-50% des Français, ils en ont rien à carrer. Donc leur imposer 2 fois les jeux, plus 9 milliards, et en fait ça les a rebutés. Et je pense qu'en vérité, la question d'un discours et d'un autre narratif, c'est un peu le boulot qu'on doit faire aujourd'hui. Comment on arrive à parler à quelqu'un qui déteste le sport? Qu'on va aller ramener tranquillement vers une activité. Je termine là-dessus. Moi, j'ai pris un peu de bide en vieillissant. Quand j'avais tous mes potes qui couraient, qui me disaient sur des boosts, une fois on arrive, on tape là-dessus 2 fois, 3 fois, 15 fois dans la soirée. 15 fois des mecs qui font de la course vont me taper sur le bide. Mais vous êtes fous les gars ou quoi? Moi je m'en fous. Ça me touche pas. Mais il y a des gens qui ont pris du bide, il y a des mamans qui sont leur 5e enfant, physiquement ils ont besoin de se réhabiliter. À quel moment tu considères qu'en fait ce genre de physique, le mien, c'est pas trop dégueulasse mais qui a pu un peu grossir, tu le rejettes? C'est-à-dire que les autres tu fais pareil. Donc en fait aujourd'hui il y a un vrai truc d'appréhension de à qui on s'adresse. Est-ce qu'on est capable de pouvoir sortir d'un discours sportif avec un référentiel et une culture pour des gens qui s'en carrent mais qui en revanche ont envie de prendre du plaisir, et que la question du sport santé ou de l'utilité, remplaçons-la par le kiff en premier lieu. Quoi. Si en fonction du public, vous kifferiez quoi? Moi j'ai ma culture sportive, je vous l'amène un petit peu, vous allez faire un pas vers moi, on va essayer de trouver par de la compète pour certains, de la non-compète pour d'autres, des jeux avec des ballons, des nouveaux sports. On en parlait un peu, on a créé le mur ball avec les mamans ici dans le quartier parce qu'il n'y avait aucun sport qui s'imposait. Donc on a fait un mélange de handball, de pelote basque et de balle aux prisonniers. C'est un truc chelou avec les grilles du terrain qui ne marchent plus sur ce terrain. Mais en vérité, ça marche très bien. Elles sont très contentes de faire leur sport toutes les semaines. Je ne suis pas attendu de me dire qu'en gros, je vais les évangéliser sur le foot, le basket ou le badminton si c'est autre chose qui marchait. Il faut être vachement créatif, je pense, à tous les niveaux.
Dans les fédés, il y en a, hein, je pense que la fédé de badminton, elle s'est bougée de cul, pas pour rien qu'elle a 15 à 20% de licenciés en plus sur le rapport de l'INJEP quand toutes les autres fédés sont à 5%. Pas de hasard. Je ne crois pas que le fait que depuis 3 ans, ils aient réfléchi à une manière de raconter autre chose sur le badminton, de se moderniser dans le propos, de changer la gouvernance pour qu'à la fin, il n'y ait pas de résultat. Il y a un résultat, et c'est quasi la seule fédé avec le taekwondo et le tennis de table qui s'en sort vraiment bien par rapport aux autres sports. Donc je pense que ça se fait à tous les niveaux, mais ça demande de penser en dehors de la boîte, et donc oui, on se bouge un peu les uns les autres sur nos réflexes habituels de se dire j'adore mon sport et tout le monde l'aime de la même manière. Pas du tout, il y a même des gens qui s'encartent. Et pardon, le dernier point que j'ai pas répondu. Donc Res Sportiva, c'est pas moi qui l'ai initié, c'est une initiative de David Blo et Emmanuel Riva qui viennent du monde de la recherche plutôt. Alors eux, ils ont eu une lecture de se dire bon, eux, ils interviennent par leurs travaux dans de l'influence auprès des politiques publiques. Donc comment on arrive à montrer le lien entre les deux. Ils ont créé Res Sportiva parce que David venait de Play International, a vu énormément de pratiques associatives dans le monde entier. Il y a des pratiques, et c'est pas qu'un truc descendant Europe ou reste du monde. Hein. Aujourd'hui, elle a fait des escrimes, elle se base sur des nouvelles pratiques qui viennent du Sénégal et qui sont en train de changer radicalement la manière de s'entraîner. Et ben aujourd'hui, le sujet, c'est comment on réunit la recherche et l'action de terrain par des passerelles de discussion, par d'animation de communauté, par des travaux de recherche, dont l'objectif est de nourrir les pouvoirs publics d'aide et de penser autrement avec des idées concrètes et pas des visions du sport consistant à dire qu'en fait, il faut du sport santé et bouger le cul les gens. Il y a vraiment d'autres histoires à faire et je pense que l'Institut prendra sa part à ce niveau. Je voulais réagir, effectivement. Il y a une réalité, c'est qu'on voit bien que le modèle sportif français, il a été fondé il y a 60 ans. Et on va dire les choses, hormis effectivement les exemples que tu cites, quelques fédérations, je pense aussi au handball, sur d'autres formes de pratiques, le Handa 4, une démarche aussi plus inclusive, aussi pour tous les âges, important aussi, effectivement. En fait, ça a très peu évolué. Je parle bien des fédérations sportives, hein, unisport et olympiques. Et pourquoi je suis critique? Parce qu'effectivement, il y a un décalage aujourd'hui dans le rapport, pas que des jeunes, effectivement. Tu cites l'INJEP, les baromètres nationaux des pratiques sportives. Aujourd'hui, effectivement, ce qui motive tout un chacun, quel que soit, encore une fois, l'âge, le sexe, le genre, etc., c'est en un, la santé n'est pas la santé physique. Et ça en dit beaucoup de notre société. C'est notamment la santé mentale. C'est cette idée qu'on a besoin de sortir de notre quotidien, nous défouler. Ça, c'est aussi une réalité. On pourra en parler parce que ça en dit effectivement aussi sur certains modes de nos sociétés. Deuxième, tu as parlé effectivement du plaisir. Le plaisir ou encore la convivialité. La convivialité, je pense que ça me semble aussi essentiel lorsqu'on parle de valeurs sociales dans des clubs, des associations. Ça reste les lieux de socialisation. Et quand bien même on pense qu'effectivement les jeunes sont plus connectés, communiquent différemment, là aussi, lorsqu'on regarde les baromètres, pour les jeunes, ils disent encore que le club, l'association, je dis bien jeune, c'est 15-29 ans. Pour les catégories, moi c'est terminé. On est quelques-uns ici. Mais ça reste des lieux de socialisation. Donc, ça montre en fait tout le poids de cet écosystème. Effectivement, là il faut être positif. Le modèle sportif français, ce maillage territorial, la possibilité de, certes avec des inégalités de prix, hein, ça bien sûr, mais quand même, il peut être dans n'importe quel arrondissement, en ville, village, en métropole, outre-mer, vous avez quand même pas une offre pléthorique, effectivement, mais quand même la possibilité d'aller dans un club. Donc il y a un pouvoir quand même qui est fort. Si demain les dirigeants, les bénévoles, effectivement, allaient manifester dans la rue, peut-être ça bougerait un peu plus. Ça c'est mon côté militant. Mais en tout cas, ce que je veux dire, effectivement, c'est que je rejoins cette idée, ça questionne sur effectivement le modèle, le narratif, pour pas simplement effectivement se réduire le sport à la santé ou un simple loisir, effectivement. Et là, c'est peut-être plutôt l'école aussi qui a un rôle à jouer en termes d'apprentissage, l'EPS, mais aussi le sport scolaire et de l'école à l'université. On pourra aller plus loin. Donc effectivement, mais pour cela, et je terminerai là-dessus, on pourrait aussi voir ailleurs, je parlais effectivement de David, qui a effectivement proposé pas mal de... qui a cette expérience riche par différents pays. Simplement, ce qu'on dit, il y a des choses assumées dans le modèle sportif français. C'est qu'au Danemark, en Suède, jusqu'à 11 ans, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de compétition. On reste sur l'idée que la compétition, c'est un moyen d'émulation, okay, c'est un moyen de rencontre. On organise des plateaux sportifs le week-end avec les parents, les éducateurs, les enfants. Par contre, il n'y a pas de classement. Il n'y a pas de communication du classement. Il n'y a pas de communication effectivement du classement. Donc il n'y a pas de premier, deuxième, troisième. Parce que derrière, c'est aussi un projet de société. Et la question, c'est est-ce qu'un enfant jusqu'à 11 ans, est-ce qu'il a besoin d'être dans cette logique de performance?
Quand je dis performance, c'est de comparaison, comparaison sociale. Je parle bien à cet âge-là. Et ils vont encore plus loin. C'est qu'effectivement, dans l'héritage, on a une problématique, mais pas qu'après les Jeux, c'est le manque de place. Mais l'effet JO, là aussi, c'est pas que Paris. Après chaque grand événement, il y a systématiquement l'effet JO. Avec, il est vrai, certaines activités sportives peut-être plus médiatisées, qui ont, il est vrai, réfléchi en amont comme le badminton. Mais tes étapes, concrètement, vous avez les frères Lebrun, le triathlon avec Cassan-Beaugrand. Il y a quand même des figures quand même, qui ont donné envie. Et ça, on pouvait s'y attendre. Est-ce que ça a été anticipé? Ça, c'est un autre sujet. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, au Danemark, j'ai un exemple où les fédérations acceptent de travailler ensemble. Se dire que moi, je suis dans mon club de handball, je n'ai plus de place. Par contre, le club d'à côté, peu importe, je sais pas, volley, boxe, peu importe finalement l'activité sportive, nous, on a des places. Donc, c'est quoi finalement la finalité? Est-ce que c'est que le gamin, l'enfant, 6 ans, l'ado, finalement, il a une pratique sportive régulière et quand bien même derrière, il fait la multipratique, il arrête 6 mois après, et pas forcément pendant 1 an, parce que ça pose la question aussi des licences pour 1 an. Est-ce que c'est si dramatique? Mais effectivement, ça demanderait aux fédérations de repenser aussi leur mode de gouvernance, les ententes. Et encore une fois, ça pose vraiment la question pour moi de la finalité. Est-ce qu'on veut que l'enfant, l'adolescent, il fasse du sport, quel qu'il soit, qui ait ses cultures sportives? Et encore une fois, ce que tu disais, ça ne me semble pas du tout incompatible justement avec le très haut niveau, bien au contraire. Je pense si on prend l'exemple des pays de Scandinavie, la Norvège, forcément culturellement aussi par rapport au sport d'hiver, mais quand même, ou les Pays-Bas, je pense aux Pays-Bas, rapporté au nombre d'habitants et au nombre de sportifs de très haut niveau et médaillés olympiques, au contraire, ils sont très performants. Mais par contre, c'est assumé, effectivement, c'est assumé et ça demanderait effectivement une vraie réflexion à l'avenir. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Parce que là, du coup, les hommes parlent beaucoup, donc... Ouais, Bon, alors sinon, moi, je complète... C'est comme ça. Et justement, il y a le modèle de la FSGT, je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont un modèle assez intéressant, c'est-à-dire que dans un même club, ils ont le sport de compétition et aussi le sport loisir. Et du coup, on retrouve ce côté non classé, pas de recherche de performance, et donc ça permet d'avoir les deux publics. Et effectivement, sur le kiff ou le fait de passer un moment de convivialité, moi je pense qu'il y a une initiative là, j'espère qu'elle va perdurer dans les écoles maternelles du coin, mais c'est monté par les directrices et les directeurs. C'est de faire courir les enfants pendant quelques minutes et ils s'amusent en fait à ramener des bouchons. Et donc en fait, le jeu c'est de savoir combien de bouchons ils ont ramené, mais il n'y a pas de classement. Donc c'est assez intéressant parce que les enfants ils sont incapables de savoir s'ils sont premier, deuxième ou dernier. Par contre, ils ont vraiment pris du plaisir. Et je pense que ça, c'est un des éléments aussi qui ressort de toutes les discussions, c'est qu'avant même de faire du sport de compétition, on fait du sport pour soi. On fait du sport soit parce qu'on a envie de passer un moment avec des gens, soit parce qu'on a envie aussi de décharger par rapport on va dire à un quotidien assez conséquent. Et je te rejoins sur le fait que quand on n'est pas un peu dans les parcours, on va dire, assez classiques, c'est-à-dire on met dans un club, on va faire de la compétition, c'est difficile de retrouver sa place. Quand une maman sort de maternité, vers qui elle va se tourner, qui va l'accompagner, il y a vraiment tous ces sujets-là, même ne serait-ce que de pouvoir faire du sport quand on a un enfant, les dispositifs qui pourraient être inventés, et le fait aussi de se dire que les clubs pourraient mieux travailler ensemble, à savoir on n'a plus de place, est-ce que le club voisin est aussi en capacité d'accueillir du monde, ça voudrait dire aussi de travailler plus dans une logique de collaboration plutôt que de leadership. Et donc moi, c'est un aparté, mais de dire aussi que sur la notion de gouvernance, il y a aussi cette question de comment est-ce que le terrain amène aussi finalement les gouvernants, les instances dirigeantes à évoluer. Parce que ce constat-là, on l'a quand même sur le terrain depuis très longtemps, et ce n'est pas nécessairement porté plus haut. Et donc c'est comment est-ce qu'aussi on amène ces discours-là pour que ça puisse bouger et qu'on puisse aussi profiter un peu de ces JO pour amener des réflexions plus profondes sur le modèle sportif. Est-ce que du coup, et puis après peut-être, je vous laisserai, mais sur le sport féminin, ce serait bien d'en parler parce que dès qu'on parle de baisse de budget, on a tout de suite les clubs qui vont sacrifier les sections féminines. Et donc j'aimerais bien qu'on en parle pour éviter aussi que dans le sport pro et dans le sport amateur, que ces coupes budgétaires dont on est en train de parler n'affectent pas non plus essentiellement le sport féminin, mais aussi l'handisport et tous les autres types de sport. Je vais en parler du sport féminin, mais avant juste revenir sur les propos précédents là.
On a évoqué tout à l'heure en fait le fait que on a parlé de l'impact des grands événements sur la pratique sportive et sur la stratégie en fait que nous, acteurs de terrain, on met en place. Moi je dis souvent que le sport de haut niveau, donc les grands événements, et le sport de loisir, donc l'éducation par le sport, c'est des vases communicants. Moi j'ai besoin de montrer aux gamins ce qui se fait de mieux en sport pour que le gamin il kiffe quoi. Qu'ils disent moi ça je veux le faire. Tu vois. Donc les JO, moi c'est comme ça que je l'ai accueilli. C'est un grand événement, on va faire kiffer les enfants, les jeunes comme tu disais tout à l'heure, pour que potentiellement ils puissent pratiquer un sport. Bon. L'objectif c'était d'avoir après les JO plus 3,5 millions de pratiquants. On n'y est pas du tout. Hein. Mais c'était normal, enfin, c'était prévisible. La candidature française, en fait, elle était basée en fait, sur le fait de construire le moins d'équipements possible. Quand tu as une augmentation de pratiquants, de pratiquantes, mais que pas les équipements qui vont avec, bah forcément, bah, les clubs, ils refusent quoi. Enfin, à un moment donné, voilà. Donc voilà, donc c'est un objectif, je pense, qui n'était pas atteignable. Après, en ce qui me concerne, donc les pratiques et les sports urbains, si on prend par exemple l'exemple du break, voilà, alors il y a eu un engouement par rapport au break, médiatique, etc. Aujourd'hui, moins 50% sur les subventions de la Fédération française de danse pour le break. Ils avaient un titre professionnel d'entraîneur de break qui n'existe plus. Voilà. On nous avait dit, vous inquiétez pas, les entreprises privées qui sont parties prenantes pendant les JO vont vous soutenir pendant les JO, ils ne nous ont pas soutenus. Ils nous ont dit, ils vous soutiendront après, ils ont disparu. C'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, on le sait, la pratique sportive, elle se fait principalement en dehors des associations sportives et des fédérations classiques. Nous, nos sports, les sports urbains, ce n'est pas des sports traditionnels. Aujourd'hui, en fait, alors on n'est pas en capacité de dénombrer exactement combien on a de licenciés dans nos pratiques, parce qu'en fait, c'est des pratiquants qui n'ont pas forcément le besoin ou le désir de s'inscrire dans une association. Mais en fait, c'est des sports en fait, qui se développent beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai l'impression en fait, que les pouvoirs publics en fait, nous tournent le dos. Voilà. Moi, j'ai écrit aux différents ministres, etc., sur le fait qu'il fallait qu'on reconnaisse les sports urbains très peu. Sur la ville de Paris, par contre, à la ville de Paris, il y a quand même une dynamique qui est en train de se mettre en place. Alors, pour l'histoire, en 2018, ils m'avaient contacté pour commencer à déployer en fait, vous savez, les agrès sportifs extérieurs. Donc voilà, j'ai eu rendez-vous avec un monsieur à qui j'ai expliqué qu'il fallait co-construire avec les acteurs du terrain, etc. Qu'il fallait choisir le lieu et les agrès avec les pratiquants. C'est pas ce qui a été fait. Donc ils m'ont rappelé il y a quelques temps, parce qu'en fait, ils se sont aperçus qu'ils se sont plantés. Ils sont en train de revoir toute leur logique et tout le processus en fait, de mise en place en fait, des agrès sportifs. Donc voilà, moi je pense qu'en termes de perspective, il faut donner de la force où il y a besoin, donc sur les nouveaux sports. Alors moi je parle des sports urbains parce que je suis président de la Fédération de Street Workout, et voilà, je pense qu'il faudrait plus investir sur ces sports-là, créer aussi des lieux hybrides. On parle beaucoup des tiers-lieux aujourd'hui, mais moi je voyais bien des tiers-lieux à dominante sportive où on pourrait pratiquer en fait des sports, là pas forcément que des sports urbains, mais on pourrait aussi avoir des espaces de coworking, des espaces où on pourrait faire l'accompagnement scolarité, des espaces où un médecin généraliste pourrait être là aussi, voilà, créer en fait une nouvelle façon de voir les choses en s'appuyant sur ces pratiques-là. Sur la touche féminine, alors ce qu'il faut savoir, par exemple, si vous prenez la danse hip-hop ou le breakdance, c'est une des rares disciplines en fait où les filles et les garçons peuvent concourir. Alors avec les JO, c'est pas ce qu'on a vu. Voilà, parce qu'en fait, voilà, avec le CIO, ils voulaient un truc vraiment traditionnel, etc. Mais c'est des sports en fait hybrides où les femmes et les hommes en fait concourent. C'est des sports par exemple sur le break où vous allez avoir des personnes handicapées qui vont concourir contre des personnes valides. Et ça, on l'a fait il y a 20 ans. Vous voyez? Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut nous donner de la force. Parce que voilà, c'est les nouveaux sports et je pense que voilà, il faut miser là-dessus. Je reviendrai sur les pratiques innovantes. Donc, dans le basket, il y a eu le développement du 3-3 avant les Jeux Olympiques, donc ça a été super, ça a créé une dynamique, j'allais dire, autour de la pratique du 5-5. Donc, pour ceux qui ne veulent pas pratiquer, c'est parti plutôt hors des clubs, dans un premier temps.
Après, la fédération a demandé au club de créer des sessions 3-3, en sachant que nous à Paris, on n'a quand même pas tant de créneaux que ça, donc s'il faut rajouter 3-3, ça devient un petit peu compliqué. Mais il y avait quand même cette opportunité d'utiliser les terrains extérieurs qui ont été refaits, énormément de terrains de 3-3 qui ont été refaits. Maintenant, ils ont développé plein de choses, les jeunes sont super motivés pour faire du 3-3, et ben, on a arrêté à l'échelle internationale des championnats de 3-3 en U17, en U18. Donc là, il ne reste que la Junior League au niveau fédéral. Voilà, mais toute la dynamique qui a été créée avant les JO, pendant les JO, ben, ça y est, on repart à zéro. Donc nous, ça a créé, on a cherché à se développer pour permettre aux jeunes de continuer aussi leur pratique compétitive en dehors de la période des championnats 5-5, c'est-à-dire pendant l'été. Donc ça, c'est franchement vraiment intéressant parce que ça permet de garder le lien avec les jeunes, ça leur permettait de pratiquer différemment, sans entraîneur, avec des copines, enfin, avec des choses différentes de pendant la saison. Et ben là, voilà, c'est reparti à zéro, donc c'est bien dommage. Ça, c'est un des points, je pense, assez négatifs, en tout cas par rapport à ces pratiques un petit peu différentes. Donc, est-ce que la fédération est partie dans le 3-3 parce qu'elle s'est dit, bon, ben voilà, je pense, parce que c'était aux Jeux Olympiques, voilà, donc il fallait créer quelque chose, mais là, voilà, on a fini, Paris, et maintenant on revient à zéro. Après, je vais revenir sur... Sport féminin. De pratique en dehors des clubs. Ça, bon, je te laisse... Non, c'est ça. Je pourrais après. Est-ce que Audrey, tu voulais ajouter quelque chose? Non, Non, la FSGT. Voilà, j'ai retrouvé, excusez-moi. Voilà, par rapport à la FSGT, bah, nous, il faut savoir qu'on est affilié à la FEPB, mais aussi à la FSGT. Et c'est vrai que c'est un véritable plus parce qu'ils sont vraiment très ouverts à, j'allais dire, l'ensemble des thématiques au-delà de la pratique simplement compétitive. Il y a beaucoup de formations qui sont mises en place, il y a des pratiques loisirs, des tournois multisports, des tournois pour... J'allais dire, nous, on a participé récemment à un tournoi de foot avec les jeunes qui font du basket. C'est pas cher, c'est vraiment accessible. Et c'est vrai que c'est un autre état d'esprit par rapport à la FSGB, par exemple, qui est plus dans un championnat classique où il faut être sur du long terme. Donc ça, je pense que c'est intéressant aussi. Après, effectivement, il y a différentes fédérations. Il y a l'UFOLEP aussi et l'UNSS où tu parlais de la multipratique le mercredi après-midi, l'USEP. Ça aussi, ça pourrait être un axe intéressant et très important, effectivement, d'investir aussi. On parle beaucoup de sport à l'école, mais l'USEP n'est pas obligatoire justement en école élémentaire, contrairement à l'UNSS en collège et en lycée. Et on voit l'impact que ça peut avoir. On parle beaucoup de passerelles, de complémentarité. L'UNSS a cette force d'être complémentaire avec les clubs à travers les sections sportives. L'USEP pourrait l'être tout autant, mais effectivement, ça demanderait un accompagnement aussi des enseignants. Et là aussi, tout le paradoxe, c'est qu'on parle d'héritage et en parallèle, les professeurs des écoles, à qui on demande beaucoup, ont vu les heures de formation baisser drastiquement. Donc aujourd'hui, un professeur des écoles, il est formé entre 20 et 30 heures maximum sur 2 ans. Donc on peut critiquer parfois le manque d'appétence ou autre, c'est d'abord un manque de formation. Mais parfois, je me demande si c'est pas une volonté politique. Même si ouais, on va dire ça. Même si à Paris, on a cette chance sur l'académie où il y a les professeurs de la ville de Paris, PVP, EPS, mais aussi art, musique. Donc ça montre aussi que lorsqu'il y a de l'accompagnement, de la compétence, on peut effectivement porter des projets intéressants. J'aimerais justement croiser un peu les pratiques autonomes. On n'a pas de chiffre précis, mais quand même, la réalité, c'est que là aussi, tous les baromètres, c'est que 70%, quasiment les 3/4 des pratiquants, filles et garçons confondus, pratiquent en dehors de toute structure. Avec une particularité quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a un bout des salles remises en forme. Donc après, c'est encore autre chose. Sur les structures privées marchandes, mais quand même, effectivement, aujourd'hui, les jeunes, mais pas que les jeunes, pratiquent dans les cities, effectivement, foot à 5, basket, skatepark, ou effectivement, les espaces de street workout. Je suis content d'avoir votre analyse, parce qu'effectivement, je m'étais fait cette réflexion, et c'est là où je vais venir sur le sport féminin. Je me suis toujours posé la question du lieu, en tout cas à Paris, parce que là aussi, c'est intéressant de voir la sociologie des pratiquants un peu. Et alors, c'est pas une critique par rapport à la fédération, bien au contraire, c'est essayer de comprendre. C'est que là aussi, ces espaces sportifs publics, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont accessibles gratuitement, théoriquement en tout cas au plus grand nombre. Mais la réalité, c'est que là aussi, lorsqu'on étudie la géographie en fait, et l'utilisation, l'occupation de ces installations, elles sont très majoritairement occupées par des garçons.
90-95%, des garçons plutôt sportifs, donc qui répondent aussi à un diktat aussi, du corps, effectivement, en forme, le corps sportif. Les filles, elles se voient très vite reléguées en fait à la périphérie, c'est un peu comme dans les cours d'école, mais elles sont reléguées et sont très vite en fait enfermées dans ce rôle de spectatrice. Donc là aussi, si à un moment donné, effectivement, on veut développer le sport féminin, alors je dirais le sport au féminin, parce que le sport féminin, on voit aussi comment on peut distinguer les deux, mais en tout cas le sport au féminin, il y a nécessairement une réflexion pour moi à 3 niveaux. Effectivement, les espaces sportifs, street workout, mais de là co-construit en réfléchissant déjà au lieu. Alors là, on parle de Paris, mais moi qui viens pas de Paris, qui viens plutôt d'un petit village en Alsace, c'est les mêmes problématiques. C'est qu'on voit toute la vision de la jeunesse par le politique. C'est que l'espace sportif, le city-stade, il est mis à la périphérie. Il est mis en dehors du centre du bourg, du centre de la ville. Alors effectivement, il y a un prix, il y a le bâti, etc. Mais on voit que c'est encore une fois, c'est une variable d'ajustement. C'est secondaire. Donc si le sport est secondaire, on va le mettre sur le côté. Et de là déjà, lorsqu'on voit les enquêtes sur les femmes, effectivement, un des premiers freins à l'accès à la pratique sportive, c'est le sentiment d'insécurité. C'est un sentiment d'insécurité pour les jeunes filles, les jeunes femmes. Et donc à partir de là, heureusement qu'il y a des associations, je pense à Sine Qua Non, d'autres associations féministes, mais pas que, à Paris, qui accompagnent les femmes justement dans ces lieux de pratique. Il y a effectivement le volet formation, on voit tout l'intérêt d'accompagner les femmes, mais finalement aussi toutes celles et ceux qui n'osent pas en fait franchir la porte du city, aller sur un espace de musculation. Si à un moment donné, c'est pas dans notre culture, il faut se mettre à la place effectivement de tous celles et ceux qui en sont très éloignés. Pas besoin de faire la théorie, il suffit de regarder ces espaces, on est quand même toujours plus ou moins sur les mêmes profils. Donc là aussi, l'enjeu, c'est quoi? Est-ce qu'effectivement, c'est continuer à développer ces espaces sportifs? Et là, il y avait un plan 5000 équipements par le gouvernement, qui a été gelé depuis. Donc il y avait une annonce, et là, ça a été gelé, donc là aussi, coût budgétaire. Est-ce que l'enjeu, c'est effectivement développer ces espaces sportifs? Je vous rejoins complètement, je suis d'accord. Mais après, c'est pour qui, en fait? Pour qui? Deuxième question. Est-ce qu'effectivement, c'est à un moment donné aussi élargir quand même le public et ne pas rester que sur finalement le même public plutôt converti, garçons, sportifs, en tout cas majoritairement. Est-ce que, parce qu'on parle des femmes, mais effectivement on était sur les Jeux paralympiques, est-ce que aussi c'est proposer des espaces aussi un peu plus inclusifs? Et là j'en viens au troisième élément, c'est pourquoi. Et le pourquoi, comment on les accompagne? On les accompagne parce qu'il ne suffit pas effectivement d'avoir un espace partagé, un espace inclusif pour que demain tout un chacun puisse y aller. Et là, pour finir, là aussi pour comparer, désolé, mais c'est intéressant aussi de voir ce qui se passe dans 2 pays. C'est vrai que pour souvent ce modèle, alors, je répète, il n'y a pas que du positif. Mais au Danemark, ce qui est intéressant par rapport à l'école aussi, et la problématique je rejoins complètement le manque d'installation, c'est les mêmes problèmes. Les clubs, les écoles, c'est le nerf de la guerre. De toute façon, c'est les créneaux d'installation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont tenu compte de cette variable, le fait qu'aujourd'hui, la plupart en pratiquent en dehors des clubs, donc majoritairement. Mais il y avait l'idée de comment les accompagne, encore une fois, donc le pourquoi. Et de là, en fait, ils ont mis en place dans les villes des espaces publics, mais aussi avec des horaires dédiés pour des clubs, pour des écoles, pour que justement les clubs, dans le basket 3-3 par exemple, ce serait une piste, ils puissent les accompagner, développer la pratique du 3-3, du 5-5 en foot, la pratique de la musculation, le skate, le break ou autre, et qu'on puisse les accompagner avec des créneaux dédiés et tout en ayant ces espaces publics. Donc là, forcément, ça demande une réflexion, des moyens aussi, pas seulement en termes de structure, mais en termes d'accompagnement, de formation, sur toutes ces questions, parce qu'il ne suffit pas de dire sport inclusif, sport féminin, pour que ça y est. C'est un métier, en STAPS on forme des enseignants en activité physique adaptée, il y a un manque de reconnaissance aussi, ça c'est clair, mais c'est un vrai métier et c'est pas si simple que ça. C'est complexe ce métier de la façon autour du sport, l'éducation, la santé, et ça demande effectivement des diplômes. Ouais, le point moi j'ai un peu expérimenté en 4-5 ans avant les Jeux, là, c'était que le fait qu'en France, je pense, le fait de faire équipe, on est nul. C'est en fait, dès qu'on est avec quelqu'un d'un peu différent de nous, on n'est pas bon. Alors, on en a discuté beaucoup avec les Grecs. Il y avait sur les cérémonies d'ouverture des gens qui sont. Le responsable de la cérémonie d'ouverture était en grec. Il y avait d'autres. Et en fait, ils nous ont dit, dans des réunions informelles sur d'autres choses. Moi, je m'occupe du développement du groupe Sopres, donc SoFoot, Society, un groupe de médias dans mon boulot. Donc, on a rencontré des gens un peu de différentes cultures. Et les Grecs nous ont dit quand même,
Cherchez pas à être les Allemands là, sur le consensus ou essayer de trouver un accord. C'est pas votre cas, vous êtes comme nous, vous êtes sur le conflit. Vous êtes né dans le conflit, peut-être que vous mourrez dans le conflit, mais en fait c'est quand même un pays de conflit. Donc en fait, dès que ça fric, il y a les Français, toujours. Donc sur la révolution, sur les manifs, etc. On vient un peu de là. Donc venons de là, sur la base du conflit, comment on arrive à créer un truc qui fait sens, qui est assez convivial et qui embarque des gens, là où effectivement tout le monde aura des raisons d'être un peu vénère. Donc ce truc de faire équipe, moi c'est pas neutre. Dans les 5000 terrains Macron, il y en a qui n'ont pas été faits, mais ceux qui ont été faits quand il y avait les élus locaux qui appelaient, c'est bon, bah, c'est bien beau, le terrain il est tout propre, mais il n'y a personne dessus. Quoi. Parce qu'en fait, on n'a pas mis d'assos, pas que de sport. Pourquoi le yoga n'est pas dessus? Pourquoi le drone n'est pas dessus? Pourquoi le pilate n'est pas dessus? Enfin, c'est un terrain où vous êtes posé, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Si tant est qu'il y ait une volonté de l'animer et de mettre autant de moyens qu'on a mis sur le terrain, ou un peu moins peut-être, sur l'animation et sur un programme. Là, je reviens, il y a des squares, je voyais aux États-Unis, qui sont gérés par des associations. C'est en gros, quand vous avez un square avec un terrain de basket, un terrain de foot et des agrès pour enfants, la ville délègue à une association de riverains qui a créé une asso le soin d'animer et de faire vivre ce terrain au quotidien. Bah, en vérité, ça change radicalement l'approche qu'on aurait de la pratique. Peut-être pas du club, peut-être que certains clubs seraient dedans ou pas dedans d'ailleurs. Ce qu'on dirait, est-ce que le 3-3, il y aurait des pratiques à faire à cet endroit-là ou non. Le 3-3 en France, pour moi, c'est une autre théorie. C'est là depuis maintenant 10-12 ans. J'essaie de calculer un jour, je crois qu'on a 1 milliard de revenus de joueurs professionnels de NBA français qui reviennent. Il y a de la thune, dans le basket, la thune elle est sur les gens qui reviennent des États-Unis, qui ont beaucoup d'argent. Alors Parker fait n'importe quoi avec son argent, et ça c'est son problème. Il y a toute l'enquête d'investigation de Radio France, lisez là, elle est extraordinaire sur tous les investissements qui ne marchent pas. C'est quand même un concours, hormis les chevaux, c'est un concours incroyable. De Villard-de-Lans ailleurs, c'est très compliqué. Mais d'autres vont arriver. Il y a Manimi, c'est 60 millions. Je veux dire, il y a des gens comme Fournier, c'est peut-être 150, 170 millions. Batouk, c'est 200 millions. Je suis sûr que eux, intelligemment, ils viennent du fédéral, ils viennent du club, ils viennent de tous les territoires. Je suis quasi sûr qu'il y a bien un fonds parrainé par la Fondation de France sur lequel ils seraient capables de pouvoir investir et dynamiser sur le 3-3 comme Curie le fait avec Unrivaled ou comme Ice Cube l'a fait avec Big Three, qui était une sorte de tournoi un peu très hip-hop entertainment média, et qui en vérité peut avoir des ramifications avec des assos sur le terrain pour remonter les 3-3 autrement. Donc, je pense qu'il faut aller chercher l'argent là où il est. Et dans le basket, la chance, c'est ces réserves d'argent en fait humains que sont les joueurs de NBA qui reviennent et à qui il y a moyen de discuter, d'essayer de construire avec eux un projet un peu collectif qui serait porteur de sens. Mais tous les sports n'ont pas la chance d'avoir ça. Donc sur le faire équipe, voilà, c'est ça mon propre projet. Enfin, la discussion qu'on a. La ville, on l'a beaucoup fait avec la ville de Paris quand même en amont des Jeux. Et pour autant là, on arrive à un petit problème de terrain qu'on a nous, c'est que le terrain du Marcel Samba, il est rentré en travaux en octobre, on n'était pas prévenus, on l'a découvert, donc les mamans, on fait se casser la gueule 4 fois. Le terrain, il est refait, il n'y a pas de ligne, donc pareil, c'est un peu perte de repère. On est au mois de mars, il n'est pas terminé. Côté direction des sports, ils ont tout fait, mais ils ne savent pas. Donc on pense que c'est la direction des espaces verts, mais on n'est pas certain. On nous a dit qu'effectivement l'hiver c'est compliqué de travailler l'hiver, mais c'est pas nous qui avons commencé les travaux en octobre, donc ils auraient pu les faire au mois de mars ou en une semaine. Donc à un moment donné, il y a un truc de coordination. Et avec la meilleure volonté du monde. En gros, tout ce qui a été fait depuis 4 ans côté ville de Paris en sport proximité, ça a été ultra créatif à plein d'endroits. Et pour autant, le faire équipe, c'est aussi des directions administratives qui ne se parlent pas depuis 40 ans. C'est des élus qui se détestent. C'est des politiques publiques de gens qui ne se connaissent pas, qui ont un bureau, mais bon, pour des raisons diverses et variées, parce que son fils, un jour, s'est fait engueuler par le machin, il ne veut plus lui parler. Ça, pour le coup, on est quand même très fort pour chercher l'endroit et la genèse d'un conflit qui permet derrière de ne pas construire un truc plus large. Et je termine par exemple sur le sport féminin. Là, pour un autre côté, donc côté pro, on a réfléchi aussi comment ça... C'était aux Jeux Olympiques, on a rencontré la boss du foot féminin de la FIFA. Elle était présente 3 jours à Paris, elle vient des Samoa. Donc elle a fait du foot féminin là-bas. Et elle nous pose la question, elle fait, mais comment ça se fait qu'en France, vous ayez chié à ce point-là la Coupe du Monde 2019 ? C'est en gros, on a eu la Coupe du Monde dans votre pays, et il ne s'est rien passé. Alors tous les autres pays, il y a un peu plus de pratiquantes, des nouveaux médias, des créatrices de contenu, des assos de quartier qui sortent, des marques qui y sont allées. Donc nous on a un peu, il y a Claire avec Alke qui fait de l'équipementier de sport. Il y a un peu de licenciés en plus, mais on est passé de 15% à 17%, c'est pas non plus un carton dans la répartition des licenciés de la Fédé. On n'a pas eu de médias, donc on prend notre part aussi sur la partie monde médiatique. Ça a toujours été un truc qui ne marche pas, on a du mal à embarquer si ce n'est pas des femmes qui prennent la parole. Aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, pareil que peut-être sur le basket à mes yeux, c'est comment des athlètes sont capables de s'en saisir et de ne pas attendre que d'autres vont le faire parce que ça ne viendra pas. Nous, on a eu, je donne une petite anecdote, on avait fait un jour un atelier de média training avec des joueuses de U15 de l'équipe de France de foot, donc des jeunes filles qui jouent en semaine en général Paris, Lyon, un peu Soyaux, un peu Bordeaux, mais qui en semaine se retrouvaient dans le même lycée à Tours. On va les voir, on fait un atelier de média training dans une salle un peu similaire. Et en fait, il n'y avait pas de prise de parole du tout, donc on les a un peu stimulés en disant bon, là ce que vous faites là, on l'a jamais vu dans un centre de formation. On l'a à Lyon, à Marseille ou ailleurs. Les garçons,
ils ouvrent leur gueule, parfois tort à travers, souvent tort à travers d'ailleurs, mais ils l'ouvrent, ils parlent, ils s'imposent. Vous, on ne sait même pas si vous êtes content qu'on soit là ou non. Donc il y a deux options, soit vous avez un devoir ce soir et on va disparaître, et c'est pas grave, moi je reprends le train, je rentre, il y a une urgence, je comprends comment vous êtes athlète de haut niveau, on s'adapte à vous. Par contre, si vous n'avez rien et que vous ne saisissez pas, je vais prendre les noms de tout le monde, et s'il y en a une qui dans 10 ans se plaint que les médias n'aient pas le foot féminin, sincèrement je dirais que c'est votre faute, vous n'êtes pas foutu de vous saisir les 3 heures qu'on vous propose là pour le faire, donc j'imagine que vous ne demandez pas les ballons supplémentaires, vous ne demandez pas les survêtements supplémentaires, vous ne demandez pas les trucs, tout vous paraît normal. Mais non, ça vient de vous. Si vos athlètes, vous n'êtes pas Zlatan, vous n'êtes pas Jordan à faire chier la terre entière pour qu'on vous donne plus de moyens pour être les meilleurs, il ne se passera rien. Et ça, ce logiciel-là, il est quand même, je pense, à développer dans la culture du sport féminin parce que c'est sympa, convivial, par équipe, sororité. Et je pense qu'il y a des endroits, comme c'est gouverné beaucoup par des mecs, il faut aussi qu'il y ait un rapport effectivement consistant à demander plus. Adèle Gerberg, Ballon d'Or, elle s'est foutue à dos la fédé norvégienne pendant 4 ans jusqu'à arriver à la parité salariale. Idem sur Rapinoe et Soubird, en basket d'un côté et en foot de l'autre, sur des questions de renégociation. Donc je pense qu'à un moment donné, ce conflit-là, il va être nécessaire. Par contre, ça veut dire d'être un peu nombreuses pour pouvoir porter des messages. Et ça commence déjà dans les clubs, ça commence dans les fédés, ça commence à d'autres endroits. Est-ce qu'il y a des questions comme ça Ne soyez pas timide. Est-ce que l'associatif a encore un avenir en France? Oui, je pense qu'on répond vraiment à des besoins qui peuvent être comblés que par le milieu associatif, puisqu'il y a quand même cette capacité à réagir vite, contrairement à tout ce qui est dépendant de l'État. C'est vrai que nous, on peut se réadapter rapidement, on peut chercher des solutions innovantes. Après, il faut qu'on continue à travailler, à chercher au quotidien toutes ces nouvelles solutions, mais je pense que oui, on va bien. Moi, je rejoins complètement ma collègue. Il n'y a que le milieu associatif et puis les acteurs locaux, les acteurs de proximité, qu'elles soient associations culturelles, qu'elles soient associations sportives. Il n'y a que les gens de terrain et proches des gens, et même, je rejoins complètement ce que disaient les personnes éloignées en fait, de la pratique. Il va falloir que certaines personnes se saisissent de certains sujets, et ces personnes-là, ce sont des gens de proximité, ce sont des gens qui sont touchés par une action. On parle du sport paralympique et du handicap, c'est souvent des gens qui sont touchés par une situation de handicap d'un enfant ou une sportive qui a eu un accident. C'est des gens qui vont se mobiliser pour des actions, c'est des gens de terrain qui vont se mobiliser pour une passion, pour un public éloigné, pour les mamans. C'est des mamans qui vont se réunir ensemble pour faire quelque chose. Ça marche que comme ça. Je pense qu'on arrivera à changer et à créer un monde comme on souhaite par des gens qui vont prendre des initiatives, qui vont se réunir, même des privés, même des commerciaux, même des gens d'entreprise, des Tony Parker, des mecs qui d'un coup ont de l'argent, sont des millionnaires. Et ben, ils vont avoir ce petit truc parce qu'ils ont eu, que ce soit par l'image qu'a véhiculé les Jeux, l'image qu'on envoie, que les jeunes vont se réunir, que une génération future va se dire mais moi j'ai vu ça aux Jeux Olympiques et donc je veux des gens qui vont créer une discipline sportive innovante de par plusieurs mamans qui sont réunies, qui ont créé un jeu comme ça. Le monde et le sport va être révolutionné que par des gens de terrain, que par des gens qui sont dedans. Ça pourra marcher que comme ça. Donc oui, bien sûr qu'on a besoin des associations et du monde culturel, c'est sûr. Ouais, je me suis peut-être mal exprimé. Est-ce qu'il y a un avenir pour les associations au niveau financier quoi? Ouais. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est une partie. Mais je pense que c'est une question fondamentale parce que ça pose plusieurs éléments. Déjà, est-ce que effectivement le sport en France, la culture du sport, on reste toujours dans. Je dis on, c'est impersonnel. On reste dans l'idée que effectivement c'est un bien culturel commun qu'on doit partager. Et de là, effectivement, on a des associations, un tissu associatif, il y a un État qui investit effectivement dans des fédérations par des subventions. Mais là, on voit bien la limite par rapport à la culture du sport en France, notamment budgétaire. À partir du moment où effectivement on reste sur l'idée que finalement le sport c'est uniquement le budget des sports, donc 0,2, 0,3 du budget général, effectivement on peut avoir quelques doutes et surtout certaines craintes pour la suite, avec il est vrai pour des élus locaux une réalité effectivement. Lorsqu'il y a des coûts budgétaires, le sport effectivement reste un peu la barre d'ajustement. Donc moi après je vois c'est pas des propositions mais peut-être deux pistes.
On l'a déjà dit, donc je ne vais pas trop insister, mais cette idée que le sport, c'est pas juste après un ministère. Je veux dire, si déjà le sport, c'est un élément de la culture, à minima, déjà, ça devrait être comme la culture, 1% du budget général. C'est pas grand-chose, mais quand même, pour des associations, 200-300 millions de plus, c'est quand même assez considérable. Et surtout, ça envoie un message, en fait. Ça envoie un message pour les élus, pour montrer que le sport, c'est pas juste effectivement un divertissement, un loisir. Quand bien même, c'est important pour sortir sur le quotidien, mais c'est un peu plus que ça. Et deuxième élément, je pense qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que ce sont les bénévoles qui tiennent à bout de bras les clubs, les associations. Et pour ça, pour moi, je pense que les jeux, ça agit un peu en trompe-l'œil. On a beaucoup parlé, et à juste titre, des médaillés ES et EES. Olympiques et paralympiques, avec voilà, les 80 médailles. Le président et d'autres politiques ont capitalisé sur cette réussite. Mais ça agit en trompe-l'œil, dans le sens où on a médiatisé ces athlètes, et c'est très bien, parce qu'effectivement, ils ne sont pas tous en situation comme Mbappé, Tony Parker ou autres, ils sont plutôt souvent en situation de précarité dans la réalité. Et donc ça, c'est très bien. Et quand je dis que ça agit en trompe-l'œil, c'est dans le sens où on a oublié en fait toute la richesse et la force des quartiers, des associations, des clubs, qui en fait ont permis à tous ces athlètes d'atteindre le plus haut niveau et tiennent encore à bout de bras. Et c'est pour ça que je pense que quand bien même on n'attendait pas grand-chose quand même, nécessairement on peut être déçu parce que c'était brutal après les Jeux, ces coupes budgétaires. Donc pour peut-être avoir une piste, c'est se dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait pas, je ne sais pas si les retraites vont revenir dans le débat public, mais se dire que le bénévolat aussi pourrait être valorisé, alors, je sais pas, par des points retraite, on parle de capitalisation autre, mais en tout cas, les éducateurs et les bénévoles donnent de leur temps. Mais là aussi, ça demanderait une vraie réflexion. Alors, moi, je ne suis pas spécialisé dans le domaine, mais j'ai quelques collègues en STAPS qui travaillent sur ces sujets, parce que être bénévole, c'est être éducateur, c'est être dirigeant. Enfin, il y a différents niveaux de bénévolat. Il y a des présidents de fédération qui sont bénévoles. C'est ça la réalité. On pense qu'un président de fédération est. Alors, il y a aussi. Voilà, non, mais en fait, les inégalités sont tellement énormes, c'est que si aujourd'hui on dit on va valoriser le bénévolat par les points retraite ou par d'autres systèmes, c'est bien, mais le sujet est beaucoup plus complexe, puisque là aussi, ça pose la question des compétences, des niveaux de formation, mais je pense que ça serait effectivement une plus-value importante, même si ça ne réduirait pas toute la problématique des associations, des clubs, mais encore une fois, ça montre bien que c'est un choix politique. Parce que, et là c'est peut-être la limite que je mettrais sur les clubs et les associations, c'est que la réalité, c'est qu'on a parlé des pratiques autonomes. Aujourd'hui, les structures privées marchandes ont très bien compris. Les salles d'escalade, les failles, le basket 3-3, le paddle. Alors je l'ai entendu, il y a d'autres sports de raquette, pickleball, mais on va dire le paddle, le sport à la mode pour certaines populations. Ils ont très compris, parce que tout un chacun ici, le besoin, c'est la flexibilité. C'est comme sur les salles de remise en forme. C'est le manque de temps, donc là aussi il faut qu'on se pose des questions sur le fait qu'on soit tous systématiquement un peu dans une urgence un peu du quotidien. Donc ils ont très bien compris, sauf que les associations, les clubs, elles sont dépendants quand même du plage horaire, de certaines installations, de structures, donc il faut aussi qu'on les aide, les accompagne pour qu'ils puissent proposer cette offre. Donc le sujet est assez complexe et effectivement c'est pas juste il nous faut des installations en plus, il faut des moyens supplémentaires. Il faut effectivement une autre vision, peut-être un autre accompagnement, je pense. On va prendre une autre question. Ouais, enfin, vous avez tout résumé, mais moi j'insiste sur le fait qu'on a la chance d'être dans un pays où il y a des assos, on est tous des enfants d'assos, de bénévoles, et pour moi le bénévolat a un plafond vert. Et tant que ce fameux bénévolat n'est pas valorisé, c'est compliqué de pouvoir promouvoir le sport à tous les publics et de pouvoir répandre des activités physiques adaptées, donc ça demande de la formation. Ça demande du temps, donc de l'argent. Moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis entrepreneur, salle de sport privée, où il y a une flexibilité, mais je suis aussi président d'une asso. Là, forcément, on est limité par rapport au budget, aux bénévoles, au temps des bénévoles aussi. Ils ont une vie, donc forcément, c'est compliqué de les mobiliser. Et je pense que tant que... je partage une petite expérience. J'étais boxeur de haut niveau chez les jeunes, j'étais boxeur pro très jeune, j'ai jamais gagné ma vie avec la boxe. C'est une chose que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il y a beaucoup de jeunes mineurs en fait qui ont été incarcérés avant les JO. D'accord? Et donc il y a eu beaucoup de jeunes en fait en prison. Et à côté de ça, on a les moniteurs de sport en fait qui prennent leurs vacances.
Voilà, donc il n'était pas là. Donc nous, en fait, on a été contactés pour intervenir en prison. Donc on est intervenu sur la prison de Villepinte, de Nanterre et de Fleury. On a fait 78 interventions en prison, ce qui est énorme. Tout ça pour vous dire que nous, les associatifs, on est obligés en fait de muter un peu. Quand on intervenait dans les prisons, c'était des prestations. Donc en fait, on a créé un nouveau modèle économique de prestations. On fait des prestations entreprises, donc centres commerciaux, des choses comme ça, où on signe des conventions avec la PJJ ou avec d'autres partenaires, voilà, pour faire entrer un peu de liquidité. On vient de créer notre organisme de formation, voilà, donc labellisé Calliope. D'ailleurs, petite pub, on lance notre premier BPGEPS multi-activité dans le 18e en septembre. Donc voilà, si vous avez des jeunes qui sont intéressés. Donc voilà, on a été obligé de muter parce que sincèrement, le système des appels à projets et la baisse des subventions étatiques, c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc on en discutait tout à l'heure sur ces sujets-là. Donc voilà, les associations ont obligé de muter, sinon on crève, quoi. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut repenser un modèle économique pour les associations. Et pas dépendre que des subventions, des pseudo-mécènes. Je suis dans le même cas, on prend ce collègue, mais l'argent, je vais le chercher, quoi. Je crée des modèles, je fais de la prestation avec de l'assaut. Bien entendu, je mets vraiment mes poches, je redistribue tout ça. J'ai un centre de formation Calliope également. Et l'idée, moi, à travers mon assaut, c'est vraiment offrir un espace à des jeunes boxeurs qu'on fait boxer, donc qu'on paye dignement, qu'on forme et qu'on fait travailler. Sauf que ça pareil, ça c'est limite s'il n'y a pas. Si on ne va pas au combat chercher de l'argent, si on n'a pas la chance d'être accompagné par des collectivités, c'est quand même compliqué. Et je reviens sur les médias. Pour moi, les médias ont un rôle aussi sur la valorisation du sport. Mais je trouve qu'on est les enfants pauvres du sport. Enfin, des médias, pardon. Alors oui, le foot, tout le monde connaît, tout le monde voit du foot à la télé. Mais s'il n'y a pas l'IGO pour s'intéresser au sport, le reste de l'année, ça reste très compliqué. Et je pense qu'on éduque les gens grâce aux médias aussi. Ou pas d'ailleurs. mais voilà, je pense que les médias ont un rôle super important pour propager le sport à toutes les couches. Puis il y a des endroits où le monde du sport il n'est pas super intéressant et que les médias regardent, ils ont déjà vu l'histoire 47 fois et que ça ne les intéresse pas. C'est pas que un truc de médias viciés, c'est qu'à un moment donné, il y a des actions de sport. Moi j'ai vu des témoignages des dirigeants dire en gros je fais ça, je dis nous, on est un peu au cas où on voit les choses arriver, ça on l'a vu 70 fois. C'est à peu près ce que faisait le foot il y a 25 ans, c'est ce que faisait le tennis il y a 40 ans, c'est ce que fait le basket il y a 15 ans. Super pour le curling, j'en sais rien. Mais par rapport au truc, je sais pas qui va pouvoir se projeter dessus pour pouvoir y aller. Et c'est dur à entendre. Quand on est dirigeant, ils se disent en gros, mais moi j'ai l'impression de réinventer la roue, sauf qu'il y a énormément de choses. La discussion fédérale, elle est vachement importante, de dire comment on arrive à croiser les pratiques. Là, pour le coup, le rôle des médias, moi, il me paraît clé maintenant, et c'est ce à quoi on réfléchit en disant comment on fait émerger, c'est une partie des rôles de l'Institut Sportiva, de mettre en avant les pratiques associatives dans différents pays, dans différents sports, pour que chacun se les récupère comme il peut en se disant ah c'est pas con ce truc-là, moi j'ai fait ça, si je l'avais changé un petit peu, peut-être que j'aurais un truc qui aurait marché, et donc ça part de l'associatif. Je finis juste sur la partie associative. Je ne veux pas vous bourrer sur les chiffres, mais je crois qu'on a entre 33 et 35 millions d'associations en France. Tu as une assoce pour 2 habitants. En gros, on est un pays d'associations. États-Unis, pas du tout. États-Unis, c'est modèle privé. Si tu dois vraiment raquer, mon pote, ça a coûté très cher. Ma soeur, elle était en université américaine sur le tennis. Elle avait une bourse de 70 000 $. Encore heureux, parce que sinon, elle n'aurait pas pu se payer un début de terrain de sport, de coach privé et du reste. Alors, et ce modèle est important chez nous. Moi, je pense qu'il n'y a que l'associatif qui peut sortir le modèle français social, sportif, culturel, mais pas loin. Parce que c'est comme ça qu'on est. En ayant 33 millions d'assos et 18 millions d'assos de sport, c'est l'état de fait. On pourrait dire qu'on voudrait un autre modèle, mais à ce moment-là, on change de pays. On va sur une autre lecture, avec une autre histoire, avec une autre manière de faire. On va prendre 40 ans avant de changer un modèle si on pense qu'il faut en changer. Donc, misons là-dessus. C'est sûr qu'il y aura des rapprochements d'associatifs ou des coalitions. Enfin, toi, tu n'as pas attendu qu'à un moment donné, on se dise ça ouvre les vannes, on va déjà discuter entre nous. Si on est 350 et qu'il nous reste 1000 balles d'un côté, bon, c'est en fait 350 000 balles à partager si jamais on pense qu'on a un projet collectif à faire. Et ça, pour le coup, ça va être très important. Historiquement, c'est pas facile. Je reviens à mon truc de faire équipe. Moi, je suis dans des districts de foot ou parfois des villages. Le petit village de 2000 habitants contre le village de 1500, ils se tiraient la bourre. On va peut-être faire une fusion pour vous donner une subvention plus grosse. Ah non, parce que ça fait des années qu'on se tire la bourre. Ok, donc à un moment donné, on a un problème. Si déjà vous n'avez pas de thunes pour pouvoir faire vos matchs et que c'est compliqué d'y aller, si vous n'acceptez pas de faire une coalition ou une entente de club sur un territoire, je rappelle aussi un autre chiffre qui est souvent ma marotte, mais il y a 40 000 villages en France, villes et villages, 38 et 40 000, il y en a 80 000 en Europe. Il y a une ville sur 2, quasiment, c'est en France. Donc on est ultra fragmenté. Donc plein d'assauts, plein de villages, ou plein de villes. Et dans les villes, plein de quartiers.
Tu passes le boulevard, ils ne se parlent pas. Donc en fait, c'est de l'autre côté. Il y a 200 quartiers dans Paris quand même. Il faut se rendre compte du volume de ce que ça veut dire, culturellement. Donc ce truc d'Astérix, là, de plein de villages qui ne se parlent pas beaucoup, c'est nous. Voilà, point, c'est comme ça. Après que derrière, on arrive à fluidifier les coalitions par sport, par sensibilité de dirigeants, par quartier, par dynamique, par affinité, ça, en le multipliant, ouais, je pense qu'on va réussir à nourrir et à avoir parfois des fédérations qui vont s'en sortir de cette manière, des quartiers ou des villes qui vont s'en sortir de cette manière, des sports eux-mêmes qui s'en sortent de cette manière. Si c'était fragmenté, il n'y aurait pas eu un début de mouvement sur ces sujets-là. Donc moi, vachement confiance en cette dynamique et je pense que les outils le permettent aujourd'hui. Vous pouvez faire du crowdfunding, vous pouvez communiquer, vous pouvez vous relayer entre vous, vous voir physiquement, vous voir à distance. Une fois que vous êtes vus un petit peu et que vous bossez ensemble, ça peut aller vite et ça peut grandir. C'est sûr qu'il y en a qui n'arriveront pas forcément à grandir. Le dernier exemple que j'avais associatif, c'est Ni Pute Ni Soumise, hein, qui n'a rien à voir avec la partie sportive, mais qui, quand elle s'est lancée, avait une dynamique folle de créatrice, fondatrice, le message, l'énergie mise dedans, je ne vais pas me bourrer en date, mais en 3 ans, disparu. 72 bureaux Ni Pute Ni Soumise dans toute la France, vous avez dispersé l'énergie partout, les gens qui le reprennent ne sont pas les mêmes, pas forcément motivés partout, ne savent pas comment s'y prendre. D'un coup, vous avez une personne qui vous dit « moi je vais ouvrir le bureau à Arles », elle s'y mêle, elle est toute seule, elle est perdue, elle n'a jamais ouvert d'assos, elle n'a jamais géré le sujet et ça meurt. Donc la diversité du feu, le changement de périmètre pour aller un peu partout, être aussi fort, ça ne marche pas toujours de cette manière. Donc il y a toujours des étapes, des cercles consubstantiels à créer dans le sport, entre fédérations et entre acteurs, pour être sûr qu'à un moment donné, on a un peu sanctuarisé. Vous n'êtes pas tout seul. Quand vous retournez derrière, il y a un peu de monde, vous n'êtes pas le seul à pouvoir lever le poing en disant merde, peut-être que c'est normal que j'ai que 12 licenciés, parce que mon action, elle ne mérite pas plus que 12 licenciés, parce que je ne sais pas lever de l'argent, je ne sais pas m'adresser à d'autres personnes que ceux qui aiment mon sport, et culturellement, je suis un peu limité dans ma compréhension des enjeux du monde du sport qui est très complexe. On en revient à la formation. Formation beaucoup, mais quand vous dites politique publique, moi je pense que c'est des pouvoirs publics et des décisions politiques. Encore une fois, avec ces villages, les collectivités locales ont un rôle clé. Le truc que moi je pense avoir à retenir de l'ANS, c'est qu'en fait on a mis beaucoup de choses sur à la fois le sport de haut niveau, l'Agence nationale du sport, et les territoires. Je pense qu'il n'y a aucun niveau intermédiaire qui va expliquer à des élus locaux comment on gère l'argent. Donc en fait, si vous faites des rassemblements régionaux pour vous dire en gros sur la partie impact, communication, mise en avant du sport, cet argent-là, filez-le directement à des collectivités locales qui sauront très très bien comment faire, parce qu'à l'intérieur, il y a des assos qui leur demandent des 1344 € pour un projet où ils savent précisément ce qu'ils vont faire. Donc ce truc-là peut être plus fluide. Après, le sport de haut niveau, la vérité, c'est quand même, là, quand vous comparez, même en basket, d'avoir réussi à avoir des équipes féminines et masculines en finale des Jeux Olympiques, c'est extraordinaire. Et on n'aurait jamais misé dessus après Tokyo en se disant qu'on allait réitérer l'exploit. Donc il y a des surprises, mais le sport de haut niveau mondial, spectaculaire et entertaining coûte très très cher. Et là, pour le coup, il y a besoin de solidarité où tout le monde s'y met, et peut-être pas que les pouvoirs publics, beaucoup de privés. La culture philanthropique américaine, elle n'est pas pour rien. Moi, je reprends l'exemple de ma soeur, mais elle avait des terrains avec des plaques et des noms des types qui avaient filé. Quand on filait 12 millions, en plus d'être défiscalisé, vous avez votre nom dessus et on ne vous oublie pas. Ce truc-là, on l'a pas du tout chez nous. On préfère défiscaliser d'abord, et puis après, derrière, on verra ce qui va se passer. Donc le truc du retour, redonner à la communauté, redonner au territoire là où on a grandi, ça, ce truc-là, on l'a pas. Ceux qui se battent, en vrai, pas beaucoup. Du moins plus dans la